Bonjour à tous. Deux invités sur la matinale de Hippolyte, notamment sur Actu Matin ce matin. Le premier, docteur Hippolyte Dossadansou, est un grand militant pour des actions en faveur de l'adaptation aux caprices climatiques. Il intervient sur un projet d'accès à l'eau dans la commune de Soava. Il nous dira quel est l'état des lieux en termes de moyens pour amoindrir les effets des perturbations climatiques sur les activités agricoles. Le deuxième, Hippolyte, c'est Arrondemain, jeune acteur politique. Il défend une philosophie qui incite les jeunes à aller massivement en politique. Il nous dira pourquoi, alors que la logique appelait à les inciter plutôt pour un emploi stable et durable. Je le reçois dans une demi-heure environ. Pendant nos débats, nous allons évoquer deux sujets. Le tout premier revient sur le démenti du gouvernement. Le porte-parole de l'équipe à Patrice Talon a dit clairement que le patron de la Marina n'a jamais songé à une tournée nationale, en tout cas pas dans la forme et le calendrier annoncé par les publications ces derniers temps. On dira deux mots à ce sujet avant de passer à un second. Il s'agit des crises qui s'emparent de plus en plus des confessions religieuses. Les méthodistes hier, les célestes aujourd'hui, avec au milieu Patrice Talon, un médiateur, un sapeur-pompier. On se posera des questions à ce propos. Les quotidiens sont assez rares ce matin. Je vous propose qu'on les découvre tout de suite. Et voici la une des journaux avec fraternité, audit du fichier électoral, les recommandations de Patrice Talon au comité de pilotage. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, a-t-il confié. Moukaila Amadou espère en développement. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire seul. Et puis, première session extraordinaire 2025 de l'Assemblée nationale. 7 points à l'ordre du jour, à l'ouverture donc prévu pour ce jeudi. Premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les Amazones passent le cap des Sierra Queens. Nous passons à le matinal. Patriotisme et efficacité dans l'audit du fichier électoral du Bénin au Bénin. Patrice Talon met en garde le comité de pilotage. Palmarès, Conseil économique et social. Talon installe les nouveaux membres. Audit du fichier électoral. Patrice Talon dialogue avec le comité de pilotage. L'informateur, Conseil économique et social. Talon envoie les membres en mission. Le chasseur info, renouvellement de la Conetra Bac. Une nouvelle dynamique pour le baccalauréat béninois. Nous sommes avec Dabarou à présent, fin de la troisième édition de Bénin Dabarou Tour. 12 départements parcourus, 46 entretiens réalisés, 60 communes visitées. La nouvelle gazette, entretien avec le révérend pasteur Noël Jossou après la rencontre des responsables de l'église du christianisme céleste avec le président Talon. Le chef de l'État a enfin écouté notre doléance, a-t-il confié. Et puis, entrer en fonction des nouveaux membres du Conseil économique et social. Une 7e mandature pour confirmer la pertinence de l'institution selon le routier ce matin. Le quotidien, matin libre, lutte contre la corruption, rapport 2024 de Transparency International. Le Bénin a-t-il vraiment réalisé une percée? Le quotidien a un brin de doute. Décryptage info, exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin promet une expérience en tradition et innovation. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture ce matin, audit du fichier électoral, les recommandations de Patrice Talon au comité de pilotage. Nous avons aussi en sous-titre, quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, a-t-il confié donc à ses visiteurs hier lundi. Moukaila Amadou espère en développement. L'État ne peut pas tout faire seul, a confié l'homme au quotidien Fraternité ce matin. Et puis, première session extraordinaire 2025 de l'Assemblée nationale. Les 7 points à l'ordre du jour, ouverture prévue pour ce jeudi. Premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les Amazones passent le cap des Sierra Queens.
Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des publications ce matin sur Actu Matin. Vous l'aurez certainement remarqué, les quotidiens ne sont pas assez nombreux. On va passer donc au deuxième acte d'Actu Matin. Voici la page invitée de ce matin. Il sera au téléphone, c'est le maire de Kalalé. Nous avons donc, pour commencer à faire défiler nos invités, le maire de la commune de Kalalé. Il s'agit de Tidjani Bani Chabi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions au sujet de ce drame enregistré dimanche dans votre localité, à Banézi, un village de l'arrondissement de Basso, dans votre commune. Une violence entre populations s'est soldée par 6 morts, s'il vous plaît, monsieur le maire, et des dégâts matériels. Que s'est-il passé en réalité? Merci beaucoup. Et effectivement, le dimanche passé, nous avons connu cet événement malheureux qui est survenu suite à un cas de vol de moto qui aurait eu lieu dans l'arrondissement de Bilibanté, dans la commune de Segbana, plus précisément dans un village qui est frontalier à ma commune, le village de Kouté. C'est ça. Après ce vol, les populations ont soupçonné un individu qui est dans l'arrondissement de Basso, village de Banézi, plus précisément dans le campement de Oussana. Et c'est à cela, ils n'ont pas fait la dénonciation au niveau de la police. Et les chasseurs, communément appelés des Dambanga dans la localité de Kouté, se sont déplacés pour venir interpeller eux-mêmes le présumé voleur. C'est suite à cette interpellation qu'il y a eu une altercation entre eux et le présumé voleur aurait poignardé. C'est ce qui s'est passé, poignardé l'un des chasseurs et qui a succombé sur le champ. Donc les populations sont révoltées et ont abattu le présumé voleur qui était accompagné d'un ami. Les deux étaient donc sur le champ. Nous avons laissé 3 morts. La police et tout le monde étant alerté. Et les formalités d'usage après l'information au niveau du procureur pour pouvoir remettre les corps afin de procéder à l'inhumation, on a été surpris. Ce que le village s'est mobilisé, le village de Kouté qui est dans la commune de Sebana, ils se sont mobilisés pour venir attaquer les frères du présumé voleur qui est un village qui est situé à 12 km de Banézi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé malheureusement. Et avant qu'on ne soit informé, c'était déjà trop tard, il y a eu là-bas aussi 3 morts. Les frères successifs du présumé voleur ont été tués 3. Donc voilà un peu ce qui s'est passé le dimanche malheureusement. Et c'est une situation que nous avons déplorée. Et nous profitons de cette occasion pour appeler à l'attention des populations. Même la police ne peut pas aller interpeller d'abord un individu dans une zone qui ne relève pas de leur territoire de compétence. À plus forte raison des chasseurs qui se sont déplacés dans une commune, dans un autre département, parce que Segbana, c'est dans le département de l'Aribori, de Kalalé, c'est dans le Borgou. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un manque de vigilance au niveau de la police républicaine qui aurait pu quand même s'attendre à ce que l'affaire ne s'arrête pas justement à ces 3 morts? Non, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un manque de vigilance, parce que la police, vous voyez, lorsque une situation d'urgence se produit, l'envergure que ça prend, toute la population de ce village se sont mobilisés. Donc la police avait toute son attention pour pouvoir calmer les esprits. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et malheureusement, ce n'est pas les populations de là où il y a le premier drame, c'est les populations qui sont de l'autre côté, qui ont effectué le déplacement. Et ce n'est pas là-bas, ils n'ont plus pas la brousse pour pouvoir envahir le village. Voilà, ce n'est pas de la faute de la police. D'accord. Mais alors, vous vous êtes rendu sur les lieux hier, lundi. Quelle était l'atmosphère qui régnait avant votre départ? Je crois que hier, il y avait un calme apparent, mais nous avons profité de l'occasion pour inviter, parce que effectivement, avant notre arrivée, la population de la localité où on a assassiné les 3 frères des présumés voleurs, tout le monde avait quitté les lieux. Nous avons invité à ce qu'on puisse les faire appel et tout le monde, la majorité est déjà revenue avant notre départ. Nous les avons rassurés parce qu'il y a un détachement militaire qui est sur place et la police aussi fait des rondes. Donc il y a un calme actuellement qui est revenu au niveau du village. Malheureusement, nous avons aujourd'hui plus d'une vingtaine d'orphelins
après ce drame-là, qui est sans abri et sans nourriture parce qu'il y a beaucoup de dégâts matériels après. On a incendié beaucoup de maisons, visiblement. Oui. Mais alors, c'est pas la première fois qu'on a encore des violences entre communautés comme ça dans cette partie du Bénin, notamment avec les chasseurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de travailler avec, je dois dire, ces organisations traditionnelles-là, afin d'éviter à ce que ces drames souvent surviennent, monsieur le maire? Oui, c'est exactement ce que je disais. Je disais que, vous savez que nous sommes dans un pays de droit. Aucun individu n'a le droit de se faire justice soi-même. Et ils n'ont pas l'habilité, ils n'ont pas l'habilitation d'aller faire une interpellation. Lorsqu'il y a une situation qui se produit, il faut qu'ils se rendent vers les services compétents, qui est la police pour dénonciation. Encore que on n'a même pas enregistré, comment dirais-je, à ma connaissance, une plainte de cas de vol. Donc ils ne pouvaient pas se déplacer, mais c'est l'occasion pour nous de pouvoir encore une fois rappeler aux populations et à cette observance-là, à cette obligation d'aller vers les services compétents et de dénoncer s'il y a des actes. Et par rapport aux chasseurs aussi, ils ne sont pas des services compétents dans notre pays. Donc, je crois que nous allons travailler avec les populations pour leur montrer qu'ils n'ont pas ce rôle-là. C'est ça. Et tout ce qu'ils doivent pouvoir faire, c'est de pouvoir accompagner les services de la police, des forces de défense et de sécurité de manière générale en matière de coproduction de la sécurité, en fournissant des informations s'il y a des cas de suspicion, de soupçon, de quoi que ce soit. Voilà ce à quoi nous invitons vraiment les populations et surtout cette catégorie-là qui pense qu'ils peuvent faire la loi à eux. Monsieur le maire, en préparant cette émission hier, j'ai eu un contact qui craignait que la violence reprenne. Quelles sont les dispositions qu'on a prises, sécuritaires je veux dire, pour éviter éventuellement à ce qu'après le départ des autorités, que la communauté se remette encore à se chamailler? Effectivement, parce que c'est ça qui a fait que j'ai passé toute la journée avec la communauté, parce qu'ils avaient vraiment cette crainte-là, les informations qui venaient de part et d'autre, mais j'ai pris le soin de pouvoir appeler mon collègue de Sigmana, parce que le village en question est situé dans sa commune, c'est un village de sa commune, c'est sa population. J'ai échangé avec mon collègue de Sigmana afin qu'il puisse accentuer la sensibilisation. Et donc voilà ce qui est fait. Et il faut noter que il y a un détachement militaire qui est installé même au niveau de Banézi. Je profite de l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement parce que la commune de Calais est une commune frontalière. Nous partageons une grande frontière avec le Nigeria et avec les questions d'insécurité. On a aujourd'hui cette base avancée-là qui assure la sécurité et la défense de notre territoire. Monsieur le maire, merci beaucoup. C'est moi. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Tidjani Bani Chabi, maire de la commune de Kalalé, au sujet d'une série de violences intervenues entre sa commune, des populations de sa commune notamment, et les populations de Segbana. Des affrontements qui se sont soldés par un bilan assez lourd, 6 morts dans la journée du dimanche dernier. En tout cas, à l'en croire, tout est revenu au calme et la population retrouve un peu leurs esprits. Allez, on va retrouver l'ordre normal, je dois dire, de Actu Matin. On va donc passer au bulletin d'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. Installation d'une nouvelle équipe portée par des délégués venus des 10 sections de la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat connaîtra BAC. La feuille de route tracée au cours de la convention de Cotonou s'articule autour de l'évaluation de l'opération annuelle de correction. On vous dira 2 mots. 2 mots aussi au sujet de l'ambiance identique dans les Agégués du côté de la vallée de l'Ouémé. La 15e édition des retrouvailles des ressortissants de ce milieu a drainé comme d'habitude plusieurs personnalités politiques et publiques du Bénin. Vous allez suivre l'ambiance qui a prévalu justement à l'ouverture, je dois dire, de ces festivités-là. Voici le bulletin. Je propose qu'on dise 2 mots au sujet de l'éducation nationale pour ouvrir le bulletin d'information. Le bureau de la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat connaîtra BAC.
est renouvelée, Florence. C'est à la faveur, Tanguy, de sa 3e convention nationale élective tenue le week-end écoulé au collège d'enseignement général de Bégamin à Cotonou. La CONETRA-BAC face au défi de la cogestion du baccalauréat est l'intitulé du thème. Reportage. Réfléchir, réformer et avancer. Ce sont les principes qui ont orienté la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat CONETRA-BAC vers l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. La séance a rassemblé des membres de l'organe exécutif, du comité des experts de l'organisation, ainsi que des représentants des 10 sections des centres de correction et de délibération du baccalauréat. J'appartiens personnellement à cette deuxième vague qui, avec joie et honneur, passera le témoin à une nouvelle équipe d'acteurs engagés et qui saura poursuivre à coup sûr l'œuvre entamée dans la ligne directrice bien tracée par nos pères fondateurs. Elle devra faire mieux que nous dans le chemin de la diplomatie active, de la négociation pour sauvegarder nos acquis et obtenir davantage pour nos mandants. Il y a donc du boulot, chers camarades. De nombreux défis attendent le nouveau bureau. Le premier défi que nous avons à relever est celui de la cogestion. Nous avons un deuxième chantier qui paraît important pour nous, c'est la question de l'évaluation du bac. Cette évaluation va nous permettre de savoir quelles sont les différentes parts de du secondaire et du supérieur dans cette gestion-là du bac et voir qui sont ceux qui travaillent le plus dans cette activité et qui sont ceux qui sont les plus rémunérés dans cette activité. Nous avons également un grand chantier puisque la CONETRA s'est dotée de nouveaux tests. Les tests ont été donc améliorés et avec l'élaboration et l'adoption d'un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle qui oblige donc la CONETRA à se mettre au pas des organisations, des normes internationales. Le directeur de l'Office du baccalauréat s'est fait représenter à cette convention. Il souhaite que de bons résultats, de bonnes résolutions puissent sortir de vos travaux et qu'il est prêt à recevoir le bureau issu de votre convention, de votre congrès, pour pouvoir toujours l'aider à toujours réussir le baccalauréat. Les délégués présents à cette assise ont chacun reçu des attestations de reconnaissance. Des résolutions ont été adoptées, notamment la révision des textes fondamentaux de la CONETRA-BAC et la mise en place d'un répertoire fiable des bénéficiaires des primes d'hébergement et de déplacement. Ces mesures visent à améliorer l'organisation des travaux de correction et de délibération. Dans le département du Mono, la préfecture de Lokossa reprend avec la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est un projet conçu depuis quelques années dans le but d'enrayer le phénomène de grossesse dans les lieux d'apprentissage. Cette année, la campagne a été officiellement lancée à Doutou, dans la commune de Huogbe. Nassissalo, c'est Florent Dou. Vous tombez enceinte, c'est partout sauf dans nos écoles et dans nos ateliers. Ce mot d'ordre reste collé à la croisade contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal ici dans le département du Mono. Croisade dont le top cette année a été donné au CG1 de Doutou dans la commune de Huogbe. Un choix fait à dessein. Nous avions l'an passé fait la sensibilisation ici dans ce collège. Mais nous constatons toujours que dans la commune de Huogbe, principalement au CG Doutou 1, le taux de grossesse continue toujours d'exister. Le taux reste élevé ici malgré les séances de sensibilisation. Et plus loin, des filles harcelées ont fait des témoignages devant l'assistance. Conséquence, l'autorité préfectorale sonne le glas pour la phase de sensibilisation pour ouvrir celle de la répression. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, toutes celles et ceux qui seront auteurs de grossesse vont répondre devant la loi. On a fini de sensibiliser, ça fait 3 ans. 3 ans déjà, mais des poches de résistance sont encore perceptibles. Et avant de solliciter l'usage de l'arsenal juridique, Bienvenue Milo Renfait parlait déjà sa stratégie de dissuasion. L'année dernière, quand on était à Bokpa, comme à mes habitudes, je laisse toujours mon numéro, et surtout aux filles, pour leur dire, au cas où vous tombez dans des situations de harcèlement, et que vous ne savez pas à qui dire pour être en sécurité, il faut m'appeler. Il y a des filles qui m'ont appelé depuis Bokpa. Et j'ai réglé ça. Sans que personne ne sache
qui est l'informateur et qui est derrière ça. Et c'est ce que j'attends de vous. Le top est ainsi donné. Tous les collèges du département sont sous le radar de la préfecture de l'Okossa pour traquer ce que l'autorité appelle les pervers de la République. Et quelques jours après le milieu scolaire, celui de l'artisanat a reçu la visite du préfet et sa suite. On est en train de vivre une situation maintenant, les patrons qui ont des apprentis filles là, ils ne font que grossir, soit les jeunes patrons là, ils ne font que enceinter nos apprentis. Ici, l'option a été faite de concevoir un registre d'inscription et de suivi des apprenants, surtout des filles. 20 personnes, parents d'apprenants et patrons d'ateliers, ont été choisis dans chacune des 6 communes du département pour cet exercice qui bénéficie du soutien de Plan Bénin depuis bientôt 4 ans. En santé, les relais communautaires du Koufou sont désormais équipés pour leur intervention sur le terrain. Quelques semaines après leur formation, ils ont reçu leur matériel de travail la semaine dernière. Il s'agit surtout des kits sanitaires pour un travail efficace sur le terrain. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Et pour finir cette session d'information, les projecteurs sont éteints ce dimanche 23 février 2025 sur les festivités de la fête de Wemehwe dans la commune des Agégué, 5 jours pour célébrer la culture et les arts dans cette localité. Cette 15e édition était riche en activités avec pour point d'orgue la messe catholique célébrée par l'archevêque de Porto Novo. Reportage. Plusieurs personnalités de haut niveau ont marqué de leur présence cette messe de clôture de la 15e édition de Wemehwe dans la commune des Agégué. Dans son homélie, le père célébrant, Monseigneur Aristide Gonzalo, a donné des enseignements qui ont trait à l'amour et au pardon. Jésus nous exhorte à ne pas condamner, mais à pardonner. En renonçant à la vengeance, nous rompons le cercle vicieux de la violence. Car si nous portons un coup, nous donnons une raison à l'adversaire de nous donner un coup en retour. On n'en finit plus, car la violence entraîne la violence. Jésus déclare, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Au-delà de l'Eucharistie, l'honneur est revenu au coordonnateur général de Wemehwe, Antoine Bonou, de remercier tous ceux qui, par leur participation, ont rehaussé l'éclat de cette 15e édition. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour les nombreuses infrastructures, notamment les routes, qui vont désenclaver certaines localités de la vallée et précisément la commune des Agégué. Qui l'eût cru, il y a encore quelques petites années, le désenclavement quasi total des Agégué par une voie terrestre bien bitumée ainsi que celui de toutes les localités riveraines de celle-ci est en passe de devenir une réalité bien tangible. Et cerise sur le gâteau, nous avons eu droit à un grand pont de plus de 100 mètres sur le fleuve Ouémé pour pénétrer le cœur de cette cité lacustre des Agégué et rendre l'accès facile, entre autres, à 2 de ses plus grandes agglomérations que sont Kouédomé et Zongamé. Le mérite de ces grands travaux revient à notre gouvernement à qui nous voudrions ici rendre un vibrant hommage. Heureux de s'être retrouvés, d'avoir partagé des moments véritablement festifs, les fils et filles de la vallée de l'Ouémé se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition de leurs retrouvailles qui auront lieu dans la commune de Bonou. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Florence Moussa, merci beaucoup pour la présentation. Je souhaite passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité des sports.
commencer ce tour d'horizon de l'actualité des sports de ce matin par cette bonne nouvelle du Bénin. Candide Rungato, bonjour. Bonjour. Les Amazones du Bénin qui ont arraché hier après-midi leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires pour la CAN prochaine féminine face aux Sierra Queens de la Sierra Leone. Oui, c'est bien cela. Tanguy Noëli Abamo et ses coéquipiers ont obtenu hier leur passe d'accès au second tour des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Après donc leur victoire 2-1 au match aller, les filles du sélectionneur intérimaire Abdoulaye Ouzérou se sont imposées par un score de 3-1 pour la manche retour. La rencontre démarre par de nombreuses offensives de part et d'autre. Les Amazones vont subir un bon quart d'heure de jeu avant de dénouer la situation sur cette action. Vous allez le voir justement à la 38e minute où les Sierra Queens semblaient être bien absentes. Justement, elles comptaient sur un jeu. Marguerite Arwansou va permettre au Bénin de prendre l'avance au score justement ainsi et de mettre en confiance toutes ses coéquipiers, les Sierra Queens qui pensaient justement à un hors-jeu. Et là, l'arbitre assistante qui n'a pas du tout levé son drapeau puisque la Béninoise justement Marguerite Arwansou n'était pas en position avancée. À la 44e minute, voilà sur cette action le deuxième but béninois. Une petite mésentente dans la surface de réparation sierra-léonaise qui a laissé la porte ouverte à Germaine en renfort qui permet au Bénin de prendre de l'âge et mener par 2-1 justement. Vous allez le voir, un but marqué de la tête qui trompe la gardienne sierra-léonaise. La célébration justement dans le camp béninois, les Amazones qui célèbrent justement ce deuxième but dans la partie. Et voilà, sur cette action, Oudbedissi va inscrire le troisième et dernier but béninois sur penalty dans le temps additionnel. Score final 3-1 pour le Bénin. Ainsi, les Amazones du Bénin s'imposent face aux Sierra Queens par un score cumulé de 5-2 sur l'ensemble de la double confrontation. On va suivre ici le sélectionneur intérimaire des Amazones du Bénin, Abdoulaye Ouzérou, qui a été reçu hier sur notre émission hebdomadaire Canal Sport. Passer tout près de la montée dans les... Après la belle fin de partie de l'équipe sierra-léonaise au Togo, que l'équipe viendrait avec beaucoup d'engouement sur le début de match, parce qu'en plus, avec 1-0, elle se qualifie. Donc, on était persuadé que sur les 15-20 premières minutes, elles allaient pousser fort pour marquer ce but-là. Et on l'avait dit aux filles, si elles résistent, elles ne paniquent pas, elles défendent bien ensemble. Forcément, si après 15 minutes, il n'y a pas de but, que le match changerait et qu'on prendrait le match en main. Et c'est ce qui s'est passé. On a souffert en début de partie. On a bien bossé. Il n'y a pas eu de but, fort heureusement. Après, voilà, c'est pour ça que je dis que tout s'est passé comme prévu. Parce que c'est difficile de tenir 45 minutes à pousser. Elles l'ont fait pendant 10 minutes. Après ça, physiquement, elles ont eu des difficultés. Et puis aussi, mentalement, quand vous ne marquez pas ce but-là assez tôt, vous vous mettez à douter. C'est ce qui s'est passé et nous, on en profite. Je pense que tout le mérite revient aux filles. Parce qu'elles ont travaillé dur. Ça va faire quelques semaines déjà qu'elles travaillaient. Et je trouve qu'elles ont progressé en un temps record. Ça, j'ai été surpris parce que sur plein d'aspects, c'est vrai, il y avait des manquements, mais la rapidité avec laquelle elles ont su gommer tout cela est impressionnant. Donc, je trouve sincèrement que tout le mérite revient aux filles. Et elles y ont mis du cœur en plus parce que tout n'est pas technique ou tactique ou physique, non. Parfois, il y a l'envie et la mentalité. Et sur ce point, elles ont été irréprochables et je trouve qu'elles sont à féliciter. Au tour suivant, Tanguy retenait que les Béninoises seront face aux Super Falcons du Nigeria, 11 fois championne d'Afrique, justement une fois médaille de bronze et une 4e place obtenue en 4
édition. Allez. C'est un défi himalayesque à la limite. En tout cas, on va espérer que nos Amazones s'en sortent. Si, évidemment. Restons avec les dames Tanguy pour nous intéresser maintenant au document de la semaine de ce mardi 25 février 2025. Ce matin, on fait la lumière sur une équipe de 2e division féminine qui est aujourd'hui l'un des clubs qui aspire à la montée dans l'élite du football féminin au Bénin. Et il s'agit de l'équipe féminine de l'AS Cotonou Candide. Le club est dans sa 2e session en D2 et a terminé leader de la poule A au terme donc de la phase aller. Le document de la semaine de ce matin est intitulé donc la montée dans l'élite plus qu'un objectif pour l'AS Cotonou. Allez, voici les images et les commentaires. Passé tout près de la montée dans l'élite du championnat national de première division féminine, la saison écoulée après une première expérience en 2e division, l'équipe de l'AS Cotonou joue de nouveau le haut du tableau cette saison. Ça a servi de leçon aux filles et elles se sont remobilisées. Et cette année, il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination dans les matchs. Voilà. Plus qu'une équipe de jeunes filles, c'est un projet qui suit son cours depuis plusieurs années. Il y a 3 ans que les bases sont jetées au sein de l'association sportive de Cotonou pour mettre sur pied une équipe féminine composée exclusivement de jeunes filles mais surtout des béninoises. Pour y arriver, ils n'ont pas attendu les filles venir vers eux. Ils se sont tournés vers le championnat national scolaire pour faire une bonne moisson de jeunes filles des différents collèges du Bénin. Pour empêcher Farhana Tarouna de progresser. Ces filles sont rentrées dans l'académie AS Cotonou presque à l'état brut où elles savaient s'être courir mais pas encore bien manipuler le ballon. Nous avions essayé d'abord de leur donner les fondamentaux avant de les engager dans le championnat national, d'abord de 3e division, où elles ont terminé championnes de leur zone pour pouvoir monter en 2e division. Promu dans l'antichambre de la 1re division après seulement une saison en 3e division, l'équipe féminine de l'AS Cotonou se montre audacieuse et surtout ambitieuse en 2e division. Mais la course s'est montrée rude avec une marche un peu au-dessus pour les filles. Daria Yokossi et ses coéquipiers vont ainsi se contenter de la 2e place dans la poule A au thème de la saison 2023-2024 derrière Tambou FC d'Adjara qui sera ensuite promu en 1re division. Je pense que c'est ce qui nous a manqué l'année dernière, cette petite expérience qu'il fallait avoir pour gérer les petits matchs. Parce que Tambou qui est monté, nous l'avions battu 4-0 à l'aller et on a fait 2-1 au match retour. Vous comprenez donc que sur les confrontations directes avec cette équipe, on la battait. Mais cette équipe a su maîtriser tous ces matchs. Alors que nous, ce sont les petits matchs que nous avions ratés. Manque d'expérience et de gestion de certains matchs clés la saison écoulée pour leur première saison en D2, ce qui leur coûte la montée en 1re division. Cette saison, l'équipe veut atteindre coûte que coûte l'objectif manqué la saison passée, celui de la montée dans l'élite du championnat national de 1re division. Et il s'est donné les moyens pour d'abord un nouvel entraîneur et quelques nouvelles recrues enregistrées. Je pense que la volonté est venue d'abord des filles, de faire le résultat. Et nous, on a juste accompagné, c'est notre devoir. Et dès qu'on a eu l'effectif, on a vu les points forts de l'effectif qu'on a cherché à améliorer. Et puis les points faibles aussi, qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir être solide en phase défensive et offensive. On a juste pris deux pour renforcer l'effectif de la saison passée au poste d'avant-centre. Un effectif qui porte bien ses fruits au cours de la première partie de la saison 2024-2025. Au thème de la phase aller du championnat national de 2e division, l'association sportive de Cotonou termine en tête de la poule A avec un total de 8 victoires et un nul en 9 matchs disputés pour 25 buts inscrits et seulement 7 concédés. Je dirais peut-être qu'on a mal commencé parce qu'on a commencé le championnat avec un match nul, mais ce n'était pas si grave parce qu'à un moment donné, nous-mêmes on s'est dit que déjà quand on a un objectif à atteindre, on doit se prendre au sérieux
Et avec cette détermination, c'est ça qui nous a permis d'être premiers jusqu'à ce jour. Cela a pu être possible grâce au sérieux et à la détermination du groupe. On s'encourage sur le terrain et avec les reproches des membres du staff, on s'améliore sur le terrain. On a appris match par match, on a su connaître les adversaires à l'avance et travailler sur leurs points forts et leurs points faibles aussi. Et connaissant notre équipe, on a mis les pendules à l'heure, augmenté le rythme du jeu et voilà, nous sommes à cette étape aujourd'hui. Aujourd'hui, première de la poule A, l'association sportive de Cotonou entend continuer avec la même dynamique pour atteindre les objectifs de départ. L'objectif est non seulement cette année d'aller en première division, mais également de faire progresser l'ensemble de nos jeunes filles pour le bonheur non seulement de l'AS Cotonou, mais également pour le Bénin. On sait que ce ne serait pas facile, ce n'est pas gagné d'avance. Les équipes vont se remobiliser, comme nous d'ailleurs, elles vont revoir aussi leurs faiblesses. Donc en phase de retour, nous savons que ce serait difficile, nous savons, mais nous travaillons aussi, nous travaillons beaucoup pour pouvoir maintenir le cap et pouvoir garder cette avance que nous avons jusqu'à la fin de la saison et monter en première division. Je pense que nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes et nous savons que nous avons les armes pour le résultat. Et on continue à travailler dur pour améliorer nos performances. C'est ça l'important pour nous. Les ambitions sont connues, les moyens sont disponibles et le staff technique ainsi que les joueurs sont conscients des défis à relever pour y arriver. Et ils ne comptent pas rater pour une deuxième fois consécutive la montée en deuxième division féminine. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir justement de cette équipe féminine au sein de l'association sportive de Cotonou. Une équipe qui a sa deuxième expérience en deuxième division féminine et qui aspire justement à monter dans l'élite du football féminin au Bénin. On va changer de discipline, mais on a assez parlé de football ce matin. Tanguy, l'édition 2024 des championnats nationaux d'haltérophilie s'est déroulée le week-end justement du côté de Ouida. Les meilleurs de la saison sportive 2024 sont justement connus dans les différentes catégories. La compétition, comme vous le voyez sur les images, s'est déroulée du côté du Fort français de Ouida et a réuni une cinquantaine d'athlètes dans trois différentes catégories, dont celle des moins de 73 kg, celle des moins de 84 kg et les moins de 105 kg. Les participants se sont mesurés durant plusieurs heures dans deux épreuves, à savoir l'arraché et l'épaulé jeté. Pour la compétition, chaque participant a eu trois essais dans deux épreuves. Durant plusieurs heures, ils ont défilé devant les juges pour leurs différentes prestations et les trois premiers de chaque catégorie sont distingués à la fin de la compétition par des médailles et des trophées. On va suivre ici un extrait du président de la Fédération béninoise d'haltérophilie qui revient sur les performances des différents athlètes justement au cours de cette compétition. Vu la performance de nos athlètes, nous sommes fiers qu'un travail sérieux a été fait. De chaque côté, nous remercions déjà les encadreurs de chaque club qui ont fait beaucoup d'efforts pour corriger beaucoup de choses chez les athlètes. Et la cohésion, le respect est de taille, la technique aussi, c'est ce qui nous encourage dans l'organisation de ce championnat. Les performances ont été améliorées considérablement et à une compétition de la région ou de la sous-région, et où nous pouvons espérer avoir un prix. D'abord, nous ferons tout possible pour respecter rigoureusement nos programmes de l'année et les dates de l'organisation de nos championnats pour pouvoir se mettre au pas sur le plan international et régulièrement animés et pour que les athlètes soient très en forme. La formation de nos cadets est en cours et bientôt nous allons sortir un produit vraiment
et consommable. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de l'édition 2024 des championnats nationaux d'haltérophilie. Et Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide Rourinto, pour la présentation de cette page des sports sur l'Actu Matin. Très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité ce matin. Nous sommes avec Lucie Bourgeois, coordonnatrice d'un projet d'adaptation au changement climatique de la commune de Soava, intitulé Résilio. Madame Bourgeois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Résilio, ça fait quoi déjà? Résilio, en fait, c'est pour la résilience au changement climatique. C'est un projet de résilience au changement climatique au travers d'une agriculture résiliente et inclusive pour Soava. C'est ça. Et justement, pourquoi Soava vous intéresse? Soava, en fait, moi, je suis présidente d'une structure au Canada qui s'appelle Humalia, qui est une structure de conseil en développement durable. Mais on a également un engagement sociétal auprès de différents projets. Et Soava, ça fait 12 ans qu'on est impliqué avec Soava et qu'on travaille avec eux sur différentes choses, leur PDC, mais aussi on a mené un grand projet de 2017 à 2020 qui s'appelle Climato et qui maintenant, Résilio est la suite de Climato. Alors, comment les perturbations climatiques se ressentent-elles dans le domaine de l'agriculture spécifiquement à Soava? Oui. Bien, en fait, dans le domaine de l'agriculture, ce qu'on voit avec les changements climatiques, avec l'élévation des températures, la pluviométrie qui change, on voit des moments durant l'année où il y a des grandes sécheresses et des moments où il y a des grandes inondations. Le calendrier agricole est complètement bouleversé. Et ce que ça fait, c'est que les producteurs agricoles n'ont pas la même productivité qu'ils pourraient avoir, tant en qualité qu'en quantité comme telle. Donc, l'eau est vraiment au cœur de cette agriculture, en plus de d'autres éléments également. C'est une cité lacustre. On s'étonne, on se surprend de voir que, en tout cas, Soava peut manquer d'eau à des moments donnés. Peut manquer d'eau, mais il y a aussi le phénomène de l'intrusion de l'eau salée. Donc, avec l'élévation du niveau de la mer, l'eau salée entre et ça vient effectivement toucher les spéculations qui peuvent être utilisées en agriculture. Donc, on se retrouve en fait finalement avec toute une chaîne de valeur agricole qui n'est pas efficiente comme elle pourrait l'être pour bénéficier aux populations et aux producteurs agricoles. Donc, on a une activité agricole très ralentie, c'est ça? Bien, en fait, je ne pourrais pas commenter exactement sur toutes les productions, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un potentiel énorme à Soava et dans toute la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, comme vous le savez, qui est la deuxième vallée la plus fertile au monde, après le Nil. Mais en fait, on ne potentialise pas ce potentiel au maximum de ce qu'on pourrait faire pour la production agricole comme telle. Donc, on a en tout cas un potentiel qui est là, dont on ne profite pas. Et justement, pour cela, vous apportez des solutions. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider Soava à davantage améliorer son agriculture? Oui, parfaitement. Bien, en fait, avec Climato, ce qu'on avait démontré avec l'INRAB qui nous avait beaucoup supporté, c'est qu'une eau assainie, parce qu'évidemment, l'eau est là à Soava, mais elle n'est pas de qualité. Donc, une eau assainie avec des semences adaptées au changement climatique, donc qui sont résilientes et les bonnes spéculations, et avec des techniques agricoles mises au jour, dans le fond, qu'on pourrait dire améliorées. Ce qu'on a démontré avec Climato, c'est qu'on était capable d'augmenter la production entre 5 et 9 fois. Donc ça avait été fait avec le gombo et la tomate. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ce qu'on a fait dans 3 villages avec Climato et on le met à échelle dans 4 arrondissements, Huedo, Soava, Ahome-Lokpo et Dekanme, et 31 villages. Et on met ça à échelle de plusieurs façons. Premièrement, on va avoir une eau assainie, un cadre de vie assaini, donc avoir des forages, quelques forages, et faire une extension des systèmes de traitement d'eau qu'on avait utilisés avec Climato. On va également amener la possibilité de planter des arbres aussi, entre autres des nimes pour pouvoir faire des biopesticides. Donc, des micro-entreprises vont se former. Des micro-entreprises vont se former également pour avoir des pépiniéristes qui vont venir en fait développer eux-mêmes les semences adaptées au changement climatique. Donc ça, c'est cette partie-là. Et toute une série de formations sur les techniques agricoles. Également, beaucoup de travail sur justement l'amélioration de la production en qualité et en quantité à travers ces formations-là. Également, à travers un accompagnement avec l'Union communale des producteurs agricoles pour avoir une union qui est plus inclusive et plus résiliente.
à travers la mutualisation aussi de plusieurs choses, dont par exemple les transports. Avoir des transports groupés, par exemple. Alors, est-ce que ces solutions, c'est des solutions importées ou est-ce que ce sont des solutions suscitées, à l'interne même, à partir des pratiques des populations? Parce qu'elles ont souvent cette résistance-là face à ce qu'on leur apporte de loin. C'est un excellent point que vous amenez parce qu'en fait, le propre de Climato, ça a été de partir de la base. Donc, 5 ans avant, on était déjà impliqués avec les populations et ce projet-là a été écrit avec les populations. En fait, ce n'est pas nous qui avons apporté ça. Nous, on est un facilitateur de partenariat. Ça a été fait avec le ministère de l'Agriculture, l'INRAB, l'Union communale des producteurs, la mairie de Soava, le COSC, donc le collectif des organisations de la société civile. C'est toutes les parties prenantes qui, ensemble, ont développé Climato. Et suite à ça, on a fait une grande consultation publique avec toutes ces parties prenantes-là. Et on a développé Résilio ensemble. C'est un projet qui a été écrit à multiples mains. Donc, nous, on n'est que le porteur de projet parce qu'en fait, ce projet-là est financé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a donné en fait une subvention à ma structure pour pouvoir venir porter ce projet ici. Et comment est-ce qu'on a obtenu les semences? Les semences, en fait, c'est l'INRAB qui va venir former en fait les producteurs agricoles sur d'une part comment les développer eux-mêmes et d'autre part, pour les distribuer aussi pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur champ. Et les populations se plaignent aussi de ces semences qu'on leur apporte et du produit fini. Il paraît que ce n'a pas la même saveur, en tout cas avec comparativement à ces semences initialement utilisées et qui sont en tout cas perturbées par, je dois dire, les changements climatiques, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, en fait, les semences qu'on a utilisées dans le cadre de Climato, il y a eu énormément de positifs ressortis. Hein? Les populations, les producteurs ont vu la production améliorée, ont vu en fait l'impact que ça avait non seulement sur la production, mais leurs revenus qui avaient un potentiel d'augmentation jusqu'à 5 fois. Donc, moi, je n'ai pas entendu cette partie-là par rapport aux semences adaptées qui ont été apportées par l'INRAB. Donc, ce sont des semences à cycle court? C'est des semences, c'est une bonne question pour... peut-être pour l'INRAB, en fait, pour être honnête. Vous n'êtes pas technicienne à la matière. Je ne suis pas technicienne à la matière, tout à fait. Alors, quel est, à la fin, c'est ma dernière question, je dois dire les objectifs finaux attendus réellement, en termes donc de production agricole? Oui, en fait, ce qu'on s'attend, c'est de former 2000 producteurs agricoles en termes de gouvernance, mais au moins 1200 producteurs vont avoir accès aux semences parce en termes de maraîchers. Donc, avoir accès aux semences, ce qu'on s'attend, c'est que leur production augmente. On a vu entre 5 et 9 fois avec Climato. 5 et 9 fois? Entre 5 et 9 fois de meilleure production. Maintenant, à grande échelle comme ça, même si ça faisait 2 ou 3 fois, ça serait déjà un très grand succès. Donc, on s'attend à ça, mais on s'attend aussi à une autonomisation économique pour pouvoir utiliser une partie de ces profits pour pouvoir mutualiser certaines installations à plus long terme au sein du projet. Donc, ce n'est pas un projet qui se termine après 3 ans. C'est vraiment une impulsion qu'on donne pour qu'en fait, le système, toute l'Union communale productrice et toute la chaîne agricole puissent en fait être autonomisées par rapport à ça. Vous allez rester focus gombo et tomates? On va rester surtout tomates. Surtout tomates cette fois-ci, oui. Tomates vous intéressent? C'est le potentiel, effectivement. Lucie Bourgeois, merci beaucoup d'être venue sur Actu Matin. Merci à vous. Merci Très beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. On va enchaîner avec notre invité, celui-ci politique. Hippolyte Arondemain, acteur politique, membre du Bloc républicain. Monsieur Arondemain, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Nous allons parler de la politique dans la capitale du Bénin et surtout examiner les jeunes à l'aune de cette politique-là, de son engagement. Merci d'être venu sur ce plateau. De moins en moins de jeunes veulent s'engager en politique. L'effervescence qu'appelait l'approche des élections par le passé a commencé par tomber progressivement. Est-ce que vous avez compris pourquoi ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sont pas sentis concernés par la politique pendant ces années. Parce qu'ils n'ont pas bien compris qu'ils devaient être intégrés dans la politique pour pouvoir assurer leur propre avenir et leur devenir de demain. C'est pour ça que maintenant on a décidé de les mobiliser au sein de nous, notre parti, le Bloc républicain, afin qu'ils puissent avoir des rôles et des décisions dans notre parti pour pouvoir créer aussi une ambiance de jeunes parce que pour nous, nous sommes à 70% de la jeunesse béninoise
et les jeunes ont intérêt à venir dans le bloc républicain. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de votre faute? Parce que avant 2016, les jeunes étaient vraiment impliqués et intéressés par la politique. Oui, bon, vous voyez, la politique qu'ils faisaient avant, ce n'était pas la politique de développement. C'était la politique de quoi? C'était la politique pour chacun pour soi, quoi. Mais maintenant, actuellement, le président Talon a mis une autre phase de politique qu'on appelle politique de développement. Les choses sont faites réaliser. Et les gens, ils ne sont pas habitués aux politiques de développement. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir, de constater que ce n'est pas comme avant. Il faut avoir des idéaux politiques pour avoir certains critères dans la vie, pour pouvoir dire que si on fait ça, ça peut marcher, si on fait ça, ça ne peut pas marcher. C'est quand même curieux, les jeunes savent très bien que quand on construit, c'est pour eux. Comment est-ce qu'ils ne comprennent pas au départ la question de politique de développement? Oui, parce que pendant les 10 dernières années passées par celui du président Talon, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas jamais compris la politique. Ils n'ont pas compris. Mais maintenant, là, ils sont en train de comprendre que la politique, même c'est pour eux qu'on fait ça. S'il n'y a pas des infrastructures construites pour leur propre pays, leur devenir sera assuré comment? Donc aujourd'hui, nous sommes là et on a compris que tout est visible, tout ce qui est fait est visible. Donc il faut qu'on assure la continuité. C'est pourquoi nous, les jeunes, on est prêts à accompagner le développement du président Talon et à faire beaucoup pour que tout puisse aller avec la jeunesse en 2026. Et je l'ai annoncé, vous êtes un jeune acteur politique. Beaucoup se demandent ce qui explique votre hyperactivité, votre omniprésence. D'ailleurs, même, je dois dire, sur les journaux et les réseaux sociaux, c'est à quoi que vous êtes candidat à la présidentielle pratiquement. Qu'est-ce qui explique cet engagement aussi effréné? Non, je suis engagé depuis dans la politique avec l'Alliance ABT, qui était déjà mon parti politique de base. Après l'Alliance ABT, ce n'est pas aussi ostentatoire que ça, mais qu'on le constate maintenant. Mais oui, j'ai été toujours un acteur politique. J'ai toujours travaillé dans les associations de développement avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes me connaissent. Mais ces dernières années, ces derniers temps, je suis d'accord parce que j'ai décidé qu'il faut qu'il y ait une continuité de ce qui est en train de faire pendant les 10 dernières années de Patrice Talon. Il faut qu'il y ait une continuité. Donc, il faut mobiliser les jeunes à faire la politique et à comprendre que la politique, même, c'est pour eux-mêmes qu'on est en train de faire, quoi. Vous avez lancé une vaste campagne d'adhésion des jeunes à votre parti. Au nom de quoi ils devraient s'intéresser à votre parti? Parce que le parti Bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse. Si vous regardez... Tous les partis le disent. Oui, c'est tous les partis qui le disent. Mais regardez, on a l'OJBR qui est Bloc républicain et tout. Mais au Bloc républicain, les jeunes ont droit à la parole. Ce n'est pas pareil dans les autres partis politiques. Ce n'est pas pareil. Chacun prêche pour sa Non, ce n'est pas pareil. Si moi, on m'a donné l'occasion de m'exprimer et personne ne m'a pas réprimandé dans le Bloc républicain, regardez un jeune dans les autres partis, que ce soit nos voisins proches ou bien nos détracteurs. Je ne connais pas la géographie. Qui pouvaient s'exprimer librement comme moi, quoi. Alors, mais est-ce que c'est de ça que les jeunes ont besoin, aller s'inscrire dans les partis politiques aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas leur parler de projets de développement, de projets d'entrepreneuriat, de projets d'emploi et de projets, je ne sais pas moi, de vision, etc. Est-ce que c'est pas Très bien, c'est pourquoi nous, on a la vision du Bloc républicain. Vous savez, nous avons fait des projets et que le chef de l'État a accepté ces projets-là. La formation professionnelle, qui est notre credo. Parce que aussi, longtemps que d'autres dirigeants ont dirigé ce pays-là, il y a l'université conventionnelle de notre pays qui produit 21 000 chômeurs par an. Il n'y a pas de formation professionnelle continue au Bénin. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a accepté de créer des écoles de formation professionnelle afin que les jeunes puissent avoir une formation crédible pour se mettre sur le marché de l'emploi. Vous-même, vous devez savoir. Mais on devrait les inciter alors à aller s'inscrire dans les écoles plutôt que de s'inscrire dans votre parti. Non, mais c'est ça, c'est le travail qu'il faut faire. Il faut les montrer que, même si c'est dans notre parti, c'est parce que nous, les jeunes du Bloc républicain, on a demandé, on a écrit au ministre d'État, Blaise Biotchani, on a écrit au chef de l'État qu'il faut de la formation professionnelle. Le chef de l'État a annoncé ça, qu'il y aura plein d'écoles de formation, plus de 34 écoles de formation professionnelle qui seront prêtes pour les jeunes. C'est ça qu'il s'agit. Mais c'est nous qui avons eu cette idée-là. Je l'ai développée dans tous les journaux de ce pays. Mais l'idée traîne à se concrétiser entièrement. On est encore là à chercher mais oui, mais pour avoir l'idée, vous savez que nous sommes quand même... On est encore non, mais les lycées techniques, ils sont en train d'être faits. Oui, ils sont, alors qu'on est à un mois, enfin, un an, mais oui, mais actuellement, vous savez que pour avoir ces lycées, on a besoin de financement. Aucun projet ne sort de terre s'il n'y a pas le budget, le financement.
Et là, le chef de l'État a annoncé ça en décembre. Il faut trouver les financements. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si le président Patrice Talon annonce quelque chose, soyez sûr que ça va être fait dans les 6 mois. Ça va être fait dans les 24, mettons 12 mois à venir? Oui, ça va être fait. La construction des écoles de formation professionnelle vont être faites. Et vous allez voir, oui, moi j'y crois fermement. Parce que c'est de ça il s'agit. Vous voyez la zone industrielle de Glodjibé. Si ces écoles de formation professionnelle sont faites, nos jeunes seront formés et ils pourront trouver des emplois de qualité. Pas encore finir rester à la maison chez les parents. C'est aussi un autre problème pour nos parents aujourd'hui. Vous plaidez pour une continuité des actions de Patrice Talon, ce qui suppose un débat sur celui qui va prendre la relève en 2026. La Constitution est claire là-dessus. Il n'y a plus de 3e mandat. Est-ce que vous y avez pensé à votre niveau? Oui. La relève. Oui, nous, on a beaucoup pensé à notre niveau. Parce qu'il faut vraiment une continuité. Sinon, tous les projets que le président Patrice Talon a fait seront tombés à l'eau. Comment ça? Et si quelqu'un qui vient, qui n'est pas dans le même projet de développement, comment développer son pays? Il ne va pas casser les routes construites. Non, il ne va pas casser, mais il faut améliorer aussi. Oui. Quand vous avez un père qui vous a laissé une maison bien construite, vous n'allez pas le laisser délabrer. À chaque fois, il faut essayer de l'entretenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et de continuer à faire mieux que votre père. C'est pour ça que celui qui doit venir, il doit être dans la même continuité et de faire mieux que le président Patrice Talon. C'est pour ça que nous, on est en train d'œuvrer. Nous ne voulons pas encore régresser et aller 20 ans en arrière. Ce n'est pas bon. Le Bénin n'est plus à cet horizon-là. Est-ce qu'au Bloc républicain, vous avez pensé à quelqu'un? Non, au Bloc républicain, vous savez, le système partisan. Dans le système partisan, dans les grandes démocraties, il faut des élections. C'est le parti qui choisit. Donc il y aura peut-être un primaire ou bien le parti va choisir son candidat. Peut-être encore alors que nous sommes à... Non, il y aura un primaire, le parti va choisir son vrai candidat. Nous sommes à moins d'un an. Non, mais le truc, c'est prévu. Non, même moins d'un an. Le dépôt des candidatures, c'est jusqu'en octobre. Oui. Donc pourquoi? Les primaires, c'est pour combien de temps? S'il y aura des primaires, c'est pour 2 mois. C'est quoi? Vous allez rester à Cotonou seulement pour faire les primaires? Mais quand même, le Bloc républicain est installé dans tout le Bénin. Oui. Quand même, actuellement, c'est le seul parti que tous les jeunes veulent adhérer. Parce qu'ils savent que ils peuvent. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait adhérer près de 300 000 jeunes dans le Bloc républicain avec preuve. Oui. Sérieusement? Les grandes mobilisations qu'on a fait, les adhésions, les VSD qu'on a fait, ça veut dire vendredi, samedi et dimanche, beaucoup de jeunes, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ont adhéré au parti Bloc républicain. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au Bloc républicain, vous avez la parole. Donc, dans les autres, vous n'avez pas beaucoup de parole. Une campagne d'inscription donc des jeunes, c'est bien. Les former surtout à l'engagement politique. Oui. Et à la responsabilité politique. Oui. C'en est une autre chose. Hein. Oui. Et très peu de partis offrent ça. Je ne sais pas si au Bloc républicain, vous faites ça aussi. La formation des jeunes, c'est important. Oui. Bon, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de formations qui se font dans les partis politiques. Ah bon? Avant, ça ne se fait pas. Que ça soit chez tout le monde, ça se fait. Vous les formez en quoi? On les forme à l'entrepreneuriat. Moi, je le fais surtout. Et les accompagner encore. Moi, même personnellement, Hippolyte Aoundé, j'aime former les jeunes à l'entrepreneuriat et à la formation pour montrer aux jeunes que vous pouvez choisir tel emploi pour votre avenir. C'est plus comme avant où vous pouvez attendre dire que j'ai un bac plus 5, c'est ça qui va me donner du travail. Ça n'existe plus dans le monde, quoi. C'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux offrir tout de suite à la communauté de quoi. C'est de ça il s'agit. Mais c'est pour ça que nous, on les forme chez nous. Moi, je les forme quand je suis là au Bénin. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, je les forme, je les montre le chemin d'emploi pour que demain, ils ne soient pas dans le chômage. Ça a été fait pendant des entreprises. Et je les aide même à créer des entreprises. Et combien s'en sortent? Combien d'entreprises ont survécu? En combien de temps? Bon, ils sont pas combien d'entreprises qui ont survécu en combien de temps. Là, ça fait 1 an qu'on est dessus et on travaille et les gens créent leur entreprise et ça marche. Vous les assistez? Et je les assiste. Hippolyte Aoundé, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Un mot pour finir rapidement. Un mot pour finir. Bon, je profite de l'occasion pour remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le Bénin parce qu'il faut être patriote pour le faire. Parce que nous avons vu des présidents qui sont passés. Tous les Béninois sont patriotes. Oui, mais quand vous êtes, des fois, vous êtes patriote pour votre famille quand même. Vous avez vu combien de deniers publics qui ont été volés dans ce pays? Ben, depuis 20 ans... Il y a aussi des cas de malversation sous la rupture. Hein, oui, mais les cas de malversation sur les jeunes qui défilent devant la criette pour des questions de j'ai constaté, mais quand ils volent sous la rupture, ils savent là où ils vont finir. Mais c'est là... Ils savent là où ils vont finir. C'est ce qu'on sait encore. Ils savent là où ils vont finir. Mais vous savez que dans tout système, il y a des brebis galeuses. Parce qu'ils sont habitués à quelque chose. Mais avec les 10 ans de Patrice Talon, s'il y aura encore 10 ans, ça veut dire qu'un enfant est né, il a 20 ans. Il saura que sous la rupture qui est passée, on ne peut plus voler comme on veut.
et qu'il faut du sens du patriotisme pour pouvoir développer son pays. Il y en a d'autres qui le font, mais d'autres ne veulent pas respecter. Mais ils vont finir devant la criette, ça c'est clair. Hippolyte Amandeme, merci beaucoup. Merci. Acteur politique, membre du Bloc républicain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci monsieur, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voilà maintenant qu'on va s'occuper de votre santé. Esther Tofa est déjà installée, voici la page santé. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. L'hygiène n'est pas une question uniquement de femmes. Hein? Non. On s'est entendu là-dessus mardi mardi dernier. Et ce matin, on en parle donc. Autant l'homme que la femme, on a besoin d'une bonne hygiène corporelle. Ainsi donc, dans votre rubrique ce matin, vous nous parlez de l'hygiène chez l'adolescent. Exactement Tanguy, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, tellement les parents sont focalisés sur l'hygiène de la jeune fille parce qu'elle aborde la période de la puberté avec les menstruations et tout. Donc on est focalisé plus sur la jeune fille que sur le jeune garçon, alors que tous les deux dans cette période ont besoin d'un suivi rigoureux. Et parlant justement de nos adolescents, il y a un détail qui n'échappe pas souvent, c'est cette odeur-là, disons une mauvaise odeur qui se dégage d'eux quand on se rapproche. Ils vont jouer au ballon, ils ont beaucoup transpiré, mais on a tendance à sentir cette odeur, cette mauvaise odeur-là. Et nous avons cherché à connaître la source. Qu'est-ce qui crée cela? Donc, on s'est rapproché du docteur Nicole Enyalo Kotiakpe, elle est médecin pédiatre au CHUMEL de Cotonou. Elle nous explique, on va l'écouter. Vous savez, quand on est enfant, c'est les parents qui s'occupent de notre hygiène corporelle. Quand on commence à grandir, il faut prendre soin de soi-même. Et à cette époque de l'adolescence où il y a la puberté, il y a souvent une forte transpiration. Et sur notre organisme, on a souvent des bactéries. Donc, c'est la transpiration avec la présence des bactéries. Donc, il y a une multiplication de ces bactéries-là qui se mélangent à la sueur, qui est responsable de cette odeur qu'on ne supporte pas et qui est vraiment assez souvent présente chez les jeunes adolescents qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Voilà, Tanguy, donc c'est un manque d'hygiène qui fait que cette odeur-là se dégage de nos jeunes garçons. Il suffit de se laver régulièrement et on n'aura pas cette odeur, c'est ça? Exactement. Elle nous a donné quelques conseils, on va y revenir. Alors, que dites-vous alors donc de cette croyance populaire qui lie cette odeur corporelle à un manque d'hygiène de la part de la maman depuis que le garçon justement est bébé? Oui, donc vous avez raison et beaucoup le disent, j'en ai entendu parler également, mais la spécialiste nous dit on parle d'odeur naturelle. Mais oui, on parle d'odeur gardée depuis, et tout. Voilà. Oui, et elle nous a confié que ce n'est pas à cause de cela qu'il y a présence de mauvaises odeurs chez les garçons. En tout cas, on va l'écouter. Elle explique mieux. C'est vrai que même au-delà de ça, les gens disent que c'est quand l'enfant naît et qu'on n'enlève pas. Il y a un enduit qui recouvre le nouveau-né quand on ne l'enlève pas très bien. C'est pour ça que les enfants peuvent avoir une odeur forte, une odeur particulière forte, qu'on appelle souvent sewan dans ma langue. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est dû au fait que l'hygiène corporelle n'est pas bien entretenue quand cet enfant-là commence la phase de la puberté, donc la pré-puberté, la puberté jusqu'à finir sa période d'adolescence. Donc c'est un problème simplement d'hygiène corporelle dans cette tranche d'âge. Voilà. Voilà, Tanguy, c'est vrai que chacun de nous, on a une odeur propre à nous. On ne va pas confondre avec ces odeurs corporelles-là. Donc, vous avez votre odeur propre que les gens qui sont proches de vous peuvent identifier directement, ainsi que moi. Ça n'a rien à voir avec les mauvaises odeurs que nous dégageons quand on transpire et tout. Donc, elle a également insisté sur le fait que mettre du parfum ou du déodorant pour masquer les odeurs-là, que ça ne sert à rien, qu'il faut bien se laver, que le parfum et le déodorant se mettent sur des corps propres et non sur des corps qui ont beaucoup transpiré. Alors, elle nous donne quelques conseils pour avoir une bonne hygiène, surtout aux jeunes garçons. L'hygiène corporelle, c'est d'abord un problème d'éducation. Donc, lorsque vous faites comprendre à l'enfant tu es sale, tu dois te laver, il faut que tu changes tes habits,
enfant-là plus tard, quand il est en charge de s'occuper de lui-même, il le fait très bien. Alors, je dirais, dans nos coutumes ou dans nos traditions, on recommande de se laver 2 fois par jour. Mais moi, je dirais 2 fois par jour, mais autant de fois qu'on se sent sale ou que le besoin se fait sentir. Si vous lavez à 8 heures et à 10 heures, vous avez beaucoup transpiré, je pense qu'il faut retourner prendre un bain et se mettre dans de bonnes dispositions. Ça rafraîchit même la peau. Si vous lavez à 10 heures et à midi, vous avez joué au football, vous n'allez pas rester comme ça. Donc, il faut prendre un bain. Et un bain se prend avec de l'eau et du savon. Et il faut changer ses sous-vêtements à chaque fois, au moins 1 fois par jour, et à chaque fois que c'est souillé, soit par la sueur, soit par les urines. D'accord? Donc, vous comprenez que normalement, dès que tu te laves, tu dois changer de sous-vêtements, que tu sois garçon ou que tu sois fille. Voilà, Tanguy, nos jeunes garçons, ils emportent les sous-vêtements, c'est un sous-vêtement par semaine des fois. Et après, on fait un lot. Pendant une semaine. Oui, pratiquement des fois. Oui, sérieusement, sans laver. Après, on fait un lot là, on jette après parce qu'on ne veut plus, on ne veut pas laver, on jette et on va en racheter d'autres. Je suis franchement surpris. Oui, il y a de ces jeunes garçons parce que moi, j'ai grandi au milieu de beaucoup de garçons dans une maison familiale. Sincèrement, on n'arrêtait pas d'en parler. Parce qu'ils peuvent porter le seul sous-vêtement pendant toute une semaine. Parce qu'ils se disent, bon, moi, je ne suis pas une fille. Je ne vois pas l'intérêt de rentrer sous la douche et de laver mon sous-vêtement alors que c'est vraiment sale. Ce n'est pas agréable du tout. C'est un travail justement qui incombe à la fois à l'homme et à la femme qui doivent éduquer l'enfant dès le bas âge à prendre soin sérieusement de son corps. Oui, justement parce que notre tradition s'étonne et s'inquiète au sujet du garçon qui regarde un peu trop son corps. On pense qu'il se féminise ou s'efféminise et c'est inquiétant. Alors que ce n'est pas ça. Parce que voilà que les parents sont plus focalisés sur la fille. Donc si lui également il remarque un truc un peu bizarre sur son corps, puisqu'on n'a pas le temps de le regarder, bon, lui-même, il peut se dire, mais ça, c'est quoi, ça, c'est quoi? Les amis peuvent le conseiller. Moi, c'était comme ça que je procède quand j'ai tel souci. Lui-même, il s'en charge. Et en s'en chargeant, des fois, peut-être qu'il fait mal. Il ne fait pas comme il doit le faire. Donc, il faut que les parents arrêtent de se focaliser uniquement sur les soins des jeunes filles. Et également regarder par moment le jeune garçon. Est-ce qu'il sait tailler les ongles? Est-ce qu'il sait coiffer? Est-ce qu'il se lave au moins 2 fois par jour? Est-ce qu'il se brosse bien les dents? Est-ce qu'il lave ses sous-vêtements? Parce que même des mamans s'occupent des vêtements des garçons, mais sérieusement, ils ne veulent pas faire la lessive. C'est maman qui le fait. Donc, le gars, il n'a rien appris à faire, donc il est sale à tout moment. Donc, elle recommande de se tailler les ongles, de se coiffer régulièrement pour les filles, de se tresser, ne pas avoir les cheveux sales et tout. Et d'avoir également une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire savoir quoi manger et savoir quand il faut se reposer et tout. Parce que manger aussi fait partie de l'hygiène. Exactement, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire également. Parce que pour bien grandir, il faut manger certaines choses. Il ne faut pas manger n'importe comment. Tout. Voilà, c'est ça. Esther, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous aimez la canne à sucre? C'est vrai que je suis le Porto-Novo, mais j'aime pas trop la canne à sucre. Pas beaucoup. En tout cas, je vais vous proposer comment est-ce que ça se cultive. Et là, je vous emmène au-delà de Porto-Novo, votre ville natale. Je vous amène directement à Dion, découvrir l'activité d'un producteur de la matière. Il est très investi justement dans la production donc de cet élément agricole. Nous sommes sur les flancs de la vallée de l'Ouémé où sa production s'étend sur des dizaines d'hectares. Allez, on va suivre. Nicolas est un jeune entrepreneur agricole, bien connu dans son Adjoun natal. Aujourd'hui, il nous amène découvrir son champ.
C'est l'intersaison et les activités sont pour l'instant au ralenti. Mais le jeune entrepreneur tenait à nous y amener pour partager avec nous ses joies et ses peines ces 10 dernières années qui retracent son parcours plutôt atypique. Le chemin qui conduit à la plantation témoigne des efforts quotidiens consentis, des risques réguliers pris par ici et des peines subies aussi. Après 2 kilomètres de marche, sur un sentier aux pentes abruptes et difficiles, la petite expédition débouche sur le champ. C'est un vaste bas-fond de 25 hectares où se produisent aujourd'hui 2 spéculations. Mais il a fallu d'abord engager des travaux d'aménagement. Un premier gros défi face aux jeunes sans moyens alors. C'est un bas-fond où l'eau était là, il y avait la boue. À notre arrivée en 2014, on a tracé un canal d'eau qui conduisait l'eau sur 3000 mètres, ce qui a fait que le sol est devenu un peu solide et nous avions commencé par produire de bananiers plantains et de la canne à sucre. Et quand vous plantez une bouture, vous avez à la sortie, vous avez jusqu'à 7 à 8 pieds qui peuvent sortir. Et ces 8 pieds vont rester pendant 6 mois. Après 6 mois, vous les coupez. C'est comme ça d'autres aussi vont encore sortir. Et il faut couper pendant au moins 4 fois. D'abord avant d'enlever la source principale et repiquer une autre bouture. Sur un hectare, nous avons 400 pieds de bananiers plantés. Et les 400 pieds, chaque année, ça donne. Puisque la première fois que nous avons planté, 9 mois après, on les a coupés. Quand on a coupé, il y a encore d'autres qui sortent. Et ceux qui sortent, nous essayons de conserver au moins 4 par trou, parce que ça sort jusqu'à 8, jusqu'à 10. Donc c'est de là, on enlève d'autres plants pour vendre ou bien pour et donner à d'autres personnes. Voilà. Et la première plantation, nous avons récolté les 400 régimes. Mais après ça, chaque année, ça augmente. Ça augmente selon le nombre de pieds chaque année. Pour la canne à sucre, c'est la même chose. Parce que quand vous plantez, ça sort. Et quand ça sort, ça peut sortir 4 jusqu'à 8 pieds. Donc quand ça sort jusqu'à 8 pieds pour une bouture, c'est que c'est pour vous les 8 pieds. Et vous les coupez, vous les vendez. Le pied est vendu ici à 100 francs l'unité. Donc sur chaque bouture, vous vendez au moins pour 700 ou 800 francs CFA. La plantation et le suivi, ce sont les 2 étapes très importantes. Parce que le suivi, il faut, quand vous plantez, 2 mois après, vous devez venir désherber et enlever à chaque fois que vous voyez que les feuilles sont secs, vous les enlevez. Puisque les feuilles secs, il faut les enlever pour que ça puisse évoluer. Donc, si vous n'enlevez pas les feuilles, là, vous allez utiliser comme vous allez les utiliser comme des boutures à repiquer après. Si on n'enlève pas les feuilles. Mais si vous enlevez les feuilles, ça devient gros et ça prend de la valeur. Il y a des trous dedans. Ici, c'est le canal d'eau qui conduit l'eau. Quand il pleut, quand l'eau de ruissellement descend, ça rentre dans les canaux. Il y a plusieurs canaux ici.
Oui, ça gratte. Ça gratte. Vous voyez, ici maintenant, on a déjà enlevé les feuilles. Ici, vous voyez, on enlève les feuilles. Quand on enlève les feuilles, ça devient de plus en plus gros. Ça devient de plus en plus gros. Ici maintenant, on peut couper ça. Voilà. Pour couper, il faut faire en sorte qu'on ne donne pas deux coups. On coupe là, comme ça. Ici maintenant, vous allez voir, il y a encore d'autres qui peuvent sortir. Ici, regardez ici, ça va sortir. Ici aussi, ça va sortir. Ici, déjà, ça sort déjà. Ça sort déjà. Donc ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. C'est comme ça, ça va sortir. Ça, on peut manger déjà. Ouais, ça va être doux là maintenant. Ça va être doux, oui, c'est déjà bon. C'est déjà prêt pour la vente. Oui, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est déjà prêt pour la vente? Oui, ça fait déjà, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ici maintenant, on a déjà coupé 1, 2. Ça fait c'est la 3e fois maintenant qu'on veut couper. Ici maintenant, c'est une seule tête qui était plantée, une seule bouture qui était plantée. Mais quand on compte maintenant, c'est plus de 10 que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout le travail est donc au début. Préparer le terrain en y investissant à la fois dans sa transformation physique et sa texture, mais aussi dans son conditionnement technique et son enrichissement. Cela a pris à Nicolas plus de 75% de son capital qu'il avait apprêté. Mais l'autre défi reste la main-d'œuvre. Nicolas s'est obligé à collaborer. Ici, j'ai 2 responsables qui suivent l'activité ici. Mais les ouvriers, c'est des ouvriers occasionnels que nous prenons de temps en temps, selon la demande d'activité. Donc, ici maintenant, ça là, on peut jeter comme on peut encore replanter. On peut encore replanter et ça va donner. Il y a les jeunes mal intentionnés qui essaient de venir peut-être prendre quelques pieds pour manger, ça c'est pardonnable. Mais ceux qui viennent voler en gros, on a pris des dispositions. On a pris des dispositions. Oui, il y a des gardiens physiques comme des gardiens spirituels. Et si tu viens ici, vous pouvez constater, si tu viens ici sans notre avis, quand tu prends, tu seras dedans, c'est le jour où on vient que tu vas quitter. En absence d'eau, à une longue durée, ça ne donne pas. Donc, il faut que la zone soit humide. Donc, la plus grande difficulté, c'est comment faire pour retrouver le site approprié. Si vous avez ça, le reste, il faut chercher les boutures, il faut chercher la main-d'œuvre. C'est vrai que la main-d'œuvre, ça devient de plus en plus rare, mais quand même, on essaie de trouver, comme c'est un milieu rural, on essaie quand même de trouver. C'est un investissement très rentable parce que quand vous produisez la première récolte, vous avez au moins 3 à 4 récoltes à faire avant que le taux de sucre qui est dedans, ça diminue. Quand vous voyez que le taux de sucre a complètement diminué, vous allez enlever les premières souches là et vous allez repiquer d'autres boutures.
Si vous voulez récolter, c'est à partir de 6h30 à 10h. Si vous dépassez, si le soleil se lève, ça devient très compliqué de marcher dedans, de circuler dedans, parce que les feuilles ont des brebis où quand ça touche le corps, ça gratte le corps. Et vous pouvez revenir à 17h30, 18h, jusqu'à 19h30, 20h par là. Nicolas veut bien continuer à étendre son champ de canne à sucre. Mais en plus des moyens qui lui font défaut, il faut une main-d'œuvre de confiance. C'est d'ailleurs le plus difficile à trouver ici, selon ses confidences, du haut de sa quinzaine d'années d'expérience, qui lui ont permis d'essayer plusieurs spéculations et activités agricoles. Le piment, la tomate, l'ananas, la pisciculture et bien d'autres. Aujourd'hui, Nicolas veut passer à une autre étape. Je suis en quelque sorte consultant et on organise comment faire pour amener d'autres personnes à aimer la terre, à investir, à sécuriser leur investissement dans la terre. Donc, c'est un peu ça, ce à quoi je me mets maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des domaines, des vastes domaines, mais qui restent inexploités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres qui n'ont pas de temps. C'est manque de temps. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas de temps. Il y a d'autres, ils ont les moyens, ils mettent les moyens dans la main des gens qui ne sont pas des professionnels de l'activité et les sous vont en l'air. Donc, d'autres s'énervent et ils abandonnent l'activité. Nous ne pouvons pas évoluer en négligeant ou en abandonnant nos espèces locales. Parce que c'est des espèces qui n'ont pas assez d'exigences, mais qui sont rentables. Et la rentabilité qu'on nous enseigne dans les lycées, dans les universités agricoles, ce sont les rentabilités des autres espèces. Ce ne sont pas les rentabilités de nos espèces. Et dans les lycées, les universités agricoles, on nous amène à décourager, à nous déconseiller même nos espèces. Nous mettons vraiment l'accent sur la promotion des espèces locales, ce qui fait qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut se lancer dans la pisciculture, dans la production agricole aujourd'hui, on va même chercher les semences OGM. Donc, alors que nous autres, nous ne sommes pas dans ce schéma. Sur les différents sites d'activité de Nicolas, on ne produit que bio, que cela soit dans la production animale ou végétale. Son choix de ne faire que dans les spéculations locales lui ont valu quelques inimitiés. Mais depuis, l'homme assume ses choix et avance vaille que vaille. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse.
Et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Sur l'actu matin, Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Notre compagnie ce matin, Teddy Gandibé, bonjour, de Maté Libre. Bonjour Tanguy, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. On a deux sujets à évoquer ce matin. On va parler déjà, je dois dire, de ces démentis apportés par le porte-parole du gouvernement au sujet d'un projet de voyage, sinon de tournée, engagé ou envisagé par Patrice Talon. On va parler aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, de cette crise qui secoue les confessions religieuses chez nous. Hier, c'était les méthodistes, aujourd'hui les célestes. Qu'est-ce qui se passe avec nos religions? On va se poser deux questions. Éric, vous avez compris pourquoi la presse a annoncé quelque chose, puis après, mettons un peu plus d'une semaine après, c'est le porte-parole qui vient démentir. Un démenti assez surprenant quand même, parce qu'on se pose la question, vu le nombre de médias, juste pas avoir annoncé la tournée du chef de l'État, on ne peut pas être, comment on dit, on ne peut pas se tromper autant avec autant de médias sur cette information. Alors quand j'ai écouté le démenti du porte-parole, je me suis dit sans doute ou peut-être qu'à un moment donné, cette tournée avait été envisagée et que l'information avait fuité. Ça arrive dans notre métier, justement. Et que peut-être, en fonction de l'agenda du chef de l'État, avec sans doute des événements que nous aurons à vivre jusqu'en 2026, on s'est rendu compte que le chef de l'État ne pourrait pas se permettre un tel déplacement. Parce qu'une tournée dans les 77 communes du Bénin, c'est toute une logistique, c'est beaucoup du monde, c'est beaucoup de détails qu'il faut régler. Est-ce qu'effectivement, on dispose de ce temps pour préparer un tel déplacement tel que nous connaissons Patrice Talon dans sa façon de fonctionner, de façon méticuleuse, qui veille sur chaque détail. Même le rôle que doit jouer un photographe, Patrice Talon veut s'assurer que cela soit véritablement bien fait. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut renoncer. Bon, maintenant, après, est-ce que c'est la bonne formule? Parce que j'estime, si dans le fond, on avait vraiment envisagé une telle tournée et que pour une raison ou pour une autre, on tient à renoncer, on peut le dire. Et on peut le dire et donner des raisons. Les raisons, oui. Nous sommes quand même, voilà, on peut comprendre ça, justement. C'est vrai que... on verra dans la suite si vraiment, est-ce que, enfin, ce démenti qu'apporte le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que cela implique? Parce que chez moi, ça implique quelques éléments. Et donc, on se rend compte que, est-ce que ce sont des médias qui se sont autant trompés sur une information aussi capitale? Parce que dès lors que ça avait été annoncé, on n'a pas eu... une réponse négative dans la même journée, le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, plus d'une semaine, quelque part, je me dis, nous restons encore quand même une presse sérieuse et comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc l'information a fuité, cette idée, on en a peut-être discuté, on a peut-être envisagé, mais peut-être que la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y aller et qu'il fallait renoncer. Tu dis, beaucoup de journaux sérieux, mettons, on l'a annoncé, Fraternité, on en parlait, Matin Libre aussi l'a évoqué. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, en fait, chez nous, on a fait un réserve parce qu'on s'est posé d'abord la question de savoir mais d'où est-ce que l'information est venue. On voulait savoir un peu sur la source. Est-ce que la source est officielle? Est-ce que c'est le gouvernement même qui a annoncé? Parce que on était là un matin quand c'est tombé sur les réseaux sociaux et ça a commencé par discuter un peu partout. Et donc, dans la foulée, on a commencé par chercher à savoir mais qui est-ce qui a véritablement envoyé l'information, mais la source était un peu un peu cachée. Et donc on s'est dit que si on en parlait comme ça, comme tout le monde, on va tomber peut-être dans les panneaux. Parce que nous, à notre niveau, on a pris peut-être l'information comme un ballon d'essai. Un ballon d'essai qui n'a peut-être pas marché sur le coup. Parce que tout à l'heure, Eric disait que voilà, c'est sur un motif de préparatif, peut-être
que ça n'a pas pu tenir. Bon, on peut concéder cela. Mais en réalité, je pense qu'on devrait normalement se rabattre sur la source, la véritable source de l'information. Parce que si le SG lui-même, enfin, je veux dire, le porte-parole du gouvernement, je veux dire, s'il en est arrivé à apporter un démenti, cela voudra dire qu'au départ, la source qui a donné l'information n'était pas une source officielle. Et donc, il fallait faire des réserves. Et pourquoi il faut attendre autant de temps avant de démentir une information aussi capitale? C'est le déplacement d'un chef d'État sur l'ensemble du territoire qu'il gouverne. En fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est peut-être un ballon d'essai. Et c'est peut-être aussi que c'est des gens qui sont un peu proches et qui savent que, parce que ça a été envisagé certainement, comme l'a dit Eric, c'est certainement que dans l'ombre, ça a été envisagé, sauf qu'à la dernière minute, ils n'ont plus compté le faire. Et donc, ce ballon d'essai, au lieu que certaines personnes gardent secret ou se réservent d'en parler en public, ils ont commencé par parler de cela et c'est tombé sur les réseaux sociaux. Et tout le monde sait que quand ça tombe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on y va dans tous les sens et tout le monde en parle. C'est de ça qu'il était question. Justement, c'est quand même la période, le moment pour le chef de l'État de dire, chers concitoyens, vous m'aviez confié le Bénin pendant 10 ans, voici ce que j'en ai fait, Teddy. C'est possible parce qu'il faut quand même nous rappeler que déjà, et les analyses aussi sont allées dans ce sens. Il faut nous rappeler qu'en 2016, quand ils ont entamé cette tournée, ils l'ont fait, on est d'accord. La suite, c'était que il est revenu au pouvoir. Et donc, les gens ont, dit les choses aussi dans ce sens. Ils ont dit, mais est-ce que ce n'est pas encore une autre formule campagne nationale? Exactement, pour enclencher encore d'autres démarches pour empiler. Et donc, les commentaires... Est-ce que c'est ça qui peut-être les a ravisés? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que les commentaires sont allés dans ce sens et je suis sûr qu'ils ne sont pas moins informés que cela. Ils seront forcément informés et ils se sont dit, mais certainement, il faut revoir les choses, il faut revoir la carte. Et Eric? Si Patrice Talon arrive à nous surprendre, nous lui connaissons quand même certaines choses. Ce n'est pas le genre de personne qui laisse son agenda bouleversé parce que des commentaires sont venus par ici, des commentaires sont venus par là. On nous a présenté là encore quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, qu'il pleut ou qu'il neige, justement. Je pense fondamentalement que c'était tellement vrai, l'idée d'une tournée, que le contexte s'y prêtait bien. Parce qu'on avait analysé ça dans ce plateau. Nous avons un chef d'État qui a gouverné, qui est en train de finir, qui, pour le premier exercice entre 2020 et 2021, n'est-ce pas, avait annoncé à ces populations, je reviendrai justement pour qu'ensemble on puisse faire le point de notre action commune, le point de nos efforts, n'est-ce pas, de ce que nous avons pu faire justement. Et c'était un engagement qui avait été pris par Patrice Talon avec sa communauté, avec son peuple. Et donc, nous sommes dans cette période, justement, où l'action est en train d'être clôturée. Donc, il n'y a pas un meilleur moment pour un chef d'État de renouer contact avec sa population pour que le point qui avait été fait 5 ans en arrière, on puisse encore à nouveau refaire ce point. Moi, j'ai eu la chance de l'accompagner dans ces communes où, à un moment donné, il disait, nous sommes préoccupés de l'eau, de l'électricité, des routes. Nous allons maintenant nous occuper du ventre parce qu'il faut pouvoir vivre. Donc, je m'attendais à ce que, quand l'information avait été annoncée, qu'au moins pour cet exercice, que Patrice Talon puisse aller dire comment on s'est occupé du ventre des Béninois, n'est-ce pas, pour son second mandat. Alors, peut-être qu'on trouve une autre formule. Toujours est-il que un exercice de reddition de comptes peut prendre plusieurs formes. À défaut de faire un déplacement, d'aller à la rencontre de ces populations, Patrice Talon peut faire une émission télévisée, Patrice Talon peut trouver un moyen... Ce n'est pas très vivant, non? Est-ce qu'il aura la chaleur? Est-ce qu'il aura cette chaleur? Justement. Mais parce que si on ne le fait pas, cela remet un peu en cause quand même l'image du chef qui avait déjà pris l'engagement de revenir devant de la scène, n'est-ce pas, pour dire à sa population ce que j'ai fait de mon second mandat. Il tenait tellement que je pense à Niki ou à Ndali, il disait même que on peut même constitutionnaliser cet exercice pour obliger des chefs d'État à sentir le besoin et la pression, n'est-ce pas, de venir rendre compte. Parce que c'est une forme aussi de reddition de comptes. De reddition de comptes, et c'est un principe de bonne gouvernance de ce que le peuple qui m'a élu, qui m'a donné le pouvoir d'exercer justement ce ministère, je reviens vers ce peuple, n'est-ce pas, pour dire ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Alors, après tout, ce n'est pas la première fois où, en fonction de l'agenda d'un chef d'État, on renonce à un programme. Moi, je pense fondamentalement à un renoncement
justement, parce qu'il reste humain, il reste homme, il a bien de choses à faire en termes de priorité de ceci, de priorité de cela. Et donc, cela, à un moment donné, peut-être a joué dans la balance de cet agenda pour que cette tournée soit avortée. Qu'on ne me dise pas que 2, 3, 10, 20, 50 médias ou une centaine de médias de ce pays se sont véritablement trompés sur une information pareille. Et qu'on ait mis autant du temps pour... Oui, mais ça arrive, les médias peuvent se tromper. On a vu... C'est bien possible. Sur l'attaque, mettons quoi, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, tous les médias ont dit qu'il y avait quand même des armes de destruction massive. Jusque-là, on est en train de chercher à la loupe où sont les armes de destruction massive. Parce qu'on les a pas vu. Je t'ai dit, mais le chef de l'État, il est libre de son agenda. Exactement. Il peut faire à tout moment, il ne peut pas faire. À tout moment, il peut quand même chercher à aller au contact de la population parce qu'en réalité, effectivement, étant en train d'aller à la fin de son deuxième quinquennat, il peut quand même donner ce plaisir ou cette opportunité, je vais dire, d'aller dire quand même à cette population... Est-ce que c'est un impératif pour lui? C'est pas un impératif? Non, c'est pas un impératif, il est libre, il a le choix de le faire comme de ne pas le faire. Mais logiquement, comme l'a dit Eric, oui, et il peut quand même prendre ce moment parce que c'est le moment idéal pour aller quand même au-devant de la scène, aller au-devant de cette population pour leur dire exactement ce qu'il a pu faire de son deuxième mandat et comment est-ce qu'il compte, voilà, peut-être partir. Ce serait même encore une autre information qui va alimenter, voilà... Allez dire comment on veut partir? Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. C'est un peu court à suspense. On aime bien les suspens. Bon, quoique cette phrase est sortie hier à l'occasion de la rencontre entre le chef de l'État et le comité de pilotage de l'Audi. Quand on veut finir, mais quand on est en train de finir. On cherche à ce que les choses soient parfaites. Voilà. Et donc, c'est une formule, en tout cas, pour des chefs d'État, de sortir par la grande porte. Tout le monde le souhaite. Exactement. Et même les concitoyens le souhaitent également. La tournée aurait pu être aussi une opportunité d'une dernière communion avec son peuple, n'est-ce pas, avant de dire au revoir de façon définitive en 2026. Encore que nous pouvons assister à une alternance dans la mouvance, puisque c'est une compétition électorale qui met plusieurs partis en compétition. La mouvance peut gagner comme l'opposition peut gagner. Et en tant que chef de la mouvance, il peut toujours rester en arrière-plan pour pouvoir gérer sa troupe. Moi je m'attendais vraiment à ce que cette tournée ait lieu parce que cela pourrait apporter au niveau de l'opinion une nouvelle ambiance de gaieté, parce qu'après tout, ce n'est pas toujours que le chef de l'État se déplace à l'intérieur du pays. C'est très rare. Crispé pendant quoi? C'est très rare. Moi, je ne sais pas. Après l'exercice de 2021, c'est quand la dernière fois elle est allée à Ndali, à Niki, à Bembereke, à Ketou. Je ne sais pas. On le voit dans les villes autour de Cotonou, Porto-Novo, Ouida. Et puis bon, le périmètre du chef de l'État s'arrête là. Et donc, ça aurait été véritablement une très bonne ambiance que dans cette période où nous vivons tellement de situations dans le pays, que cela aurait pu calmer les esprits, reconforter les gens à l'idée vraiment de comprendre que l'action du gouvernement n'a pas été facile, mais nous avons quand même pu évoluer. Ouais. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Hein. Il faut quand même décrisper la situation parce qu'on est resté quand même longtemps crispé sur un certain nombre de questions dans le pays et que si ça sortit, enfin s'il le faisait entre-temps, je pense qu'aller au-devant de la population pour leur dire quand même ce que beaucoup de personnes voulaient entendre ou ce qui crée aujourd'hui la polémique, à savoir que voilà, il veut revenir, il veut faire ceci ou cela. Si lui-même déjà peut aller quand même dire, comme je le disais tout à l'heure, oui, que voilà, il est à la fin et qu'il n'a plus rien à gagner encore, qu'il n'a plus rien à perdre. Je pense que ça va permettre quand même à la population de souffler un coup et de dire, ouais, voilà, il a décidé vraiment de partir. Il est venu le dire de sa propre voix et donc on peut compter sur lui. Et puis voilà, le reste, ça peut se jouer soit entre les gens de sa troupe, comme Eric l'a dit, ou les membres de l'opposition. Vous savez, dans l'effectif des médias, il y en a qui sont partenaires au gouvernement parce que c'est normal que dans notre métier, qu'on puisse avoir ce genre de collaboration. Et donc, je pense que même dans le cadre d'un partenariat, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Quand vous avez des médias partenaires qui publient une telle information qui concerne le chef de l'État, qui concerne l'agenda du chef de l'État, je pense que on devrait rapidement trouver la formule de réagir ou de faire comprendre à ces médias, écoutez, ça n'est pas vérifier cette information, plutôt que d'attendre véritablement plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'à un moment donné, une fois que ça a été annoncé de cette façon, même
les populations ont eu l'information, ont peut-être déjà commencé par s'apprêter en se disant « Ah, ben, je suis peut-être citoyen de Niki, j'attends, je me prépare pour recevoir le chef de l'État, je suis content, voyez-vous. » Et donc, je pense que ça n'est pas bien si, dans le fond, cette affaire n'avait jamais été discutée, cette affaire n'avait jamais été envisagée et que effectivement cette information est venue de nulle part, pas erreur de nulle part et s'est retrouvée à la une des journaux, dans le menu des éditions et puis tout ça. On aurait pu vite fait. Pourvu qu'on ne vienne pas nous dire en mai aussi qu'on n'a jamais promis de sortir le candidat. En mai. Parce qu'on a aussi relayé ça. On avait fait le calcul, on se disait que la tournée serait en train de finir et que la mai. J'espère qu'en mai, Wilfried Léon Ngwedi ne viendra pas nous dire sur la place publique que ça n'a jamais été prévu qu'on désile le duo candidat. Il n'osera pas venir parce qu'il dira qu'il n'est pas porte-parole de la mouvance, il est porte-parole du gouvernement. Donc il n'est pas partisan. Voilà, ça je ne discute pas 10 ans. Mais peut-être que c'est aussi un risque politique que de laisser le chef de l'État aller au contact de populations comme ça. Parce que quand vous aviez fait 10 ans, toutes les choses que vous aviez faites ne sont pas forcément positives. En plus, le contexte est relativement difficile en termes donc de sécurité. Bon, même si le côté du président, ça se protège suffisamment, des éléments réunis peuvent avoir décidé peut-être à renoncer à ça. Moi, je pense que Patrice Talon, à l'heure où nous sommes, n'a plus rien à craindre pratiquement. Hein, parce que, ouais, 10 ans, il a accompli son devoir. Ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Enfin, la population, quand même, ne va pas se lever du jour au lendemain et se jeter sur lui. C'est pas possible parce qu'en réalité, il y a quand même des réalisations concrètes qui sont sur le terrain que nous voyons. Et voilà, on peut faire la comptabilité et on comprendra que oui, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Ça s'arrête là. Et donc, s'il prenait sur lui la responsabilité d'aller au contact de cette population... Mais le risque politique, c'est concernant justement qui va lui succéder dans la mouvance. Si déjà on ne le perçoit pas bien au sein de la population, celui qui viendra de sa mouvance pourrait être aussi mal perçu. Est-ce qu'il était obligé peut-être d'aller annoncer qui sera son dauphin ou pas? Non, en réalité, c'est un jeu qui se joue. Et celui qui veut vraiment aller au perchoir, il doit quand même se battre, ça c'est clair. Et donc, il peut aller toutefois au devant de cette scène sans aucun risque. Allez, on va changer de sujet. Mais sur le risque politique, c'est peut-être normal. Vous savez, quand je discutais de cette information avec une députée, et là encore, je me dis, il n'y a pas que les médias qui se sont trompés alors avec ce démenti. Même des députés de la mouvance qui avaient cette information aussi. Et puis je lui demandais, mais oui, avec cette tournée, comment ça va se passer? Est-ce que c'est à l'occasion qu'on aura vraiment le successeur de Patrice Talon? Et c'est là que le député me dit, il nous faudra faire attention, si peut-être au cours de la tournée, il nous faut suivre les faits et gestes, les mots, les paroles de Patrice Talon pour pouvoir identifier probablement le prochain candidat de la mouvance, parce que selon lui, d'une façon ou d'une autre, soit au début ou à la fin, quelque chose va se passer, des indices sortiront. Donc si nous n'aurons plus droit à la tournée, c'est que... C'est un jeu de quiz, hein? Ah oui, vraiment. Pour savoir qui sera président ou qui sera candidat. Allez, deuxième sujet, la crise des religions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, enfin? Je ne veux pas stigmatiser une religion, mais j'ai l'impression qu'avec le Christ, c'est compliqué. Teddy? En fait, c'est une crise cyclique qui, aujourd'hui, prend toute la place dans nos différentes religions. Depuis 1947 que Samuel Bilewo Chofa a créé le christianisme céleste, je pense qu'il a installé des tests, il a laissé des tests et aujourd'hui ce qui fait le problème, le véritable problème au niveau de ces chrétiens du christianisme céleste, c'est le changement de ces tests-là. Parce qu'ils veulent tous revenir au test originel laissé par Bilewo Chofa. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi qu'il y a des broutilles entre leaders, des problèmes de leadership, les guerres de ceci ou de cela. Et au-delà aussi de tout ceci, il y a quand même aussi la gestion, enfin sinon la mauvaise gestion, si je peux le dire ici, de la ressource humaine. Quand on nomme quelqu'un et que la majeure partie du groupe n'est pas d'accord et que c'est un groupe issu de personnes qui se mettent d'accord et se mettent à promouvoir, à imposer des lois ou à imposer ceci ou cela, ça crée toujours un problème.
problème. Et donc, je pense que fondamentalement, le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de ces chrétiens, du christianisme céleste, c'est en vrai cela. Maintenant, quand ils sont allés rencontrer le chef de l'État, j'ai suivi un élément, enfin, disons, un pionnier de l'Église, un certain qu'on appelle Gédéon Monou, voilà. Je l'ai suivi dans une interview où il disait que oui, qu'il est d'accord que le chef de l'État cherche à régler le problème au sein des leaders de l'Église. Sauf que il a reçu des gens, mais il n'a pas reçu ceux qui devraient recevoir. Ah oui, hein? Ah oui. Parce qu'ici au Bénin, par exemple, leur porte-parole, c'est Marcelin Zanou. On est d'accord? Mais Marcelin Zanou n'était pas dans la rencontre. Oui, mais... Et il était quand même au pays. Oui, mais le leader du camp Zanou, est-ce qu'il était là ou pas? Est-ce qu'il était là-bas? Certes, mais ils auraient pu aussi appeler Zanou puisqu'il était sur le territoire. Maintenant, ça devient une guerre de personnes plutôt qu'une guerre d'idéologie ou de bon sens à la limite, Eric. D'abord, il faut regretter que au niveau de nos confessions religieuses, que des situations nous amènent à vivre des crises. Parce que moi, j'estime que là où on prêche l'amour, on prêche l'évangile de la paix, la tolérance. C'est paradoxal que des situations comme ça, n'est-ce pas, puissent arriver. Au point où des personnes qui ne sont pas ointes de l'Esprit Saint soient sollicitées, n'est-ce pas, pour une médiation. Patrice Talon est chef d'État. Alors, Talon est très chrétien. Talon est très chrétien. Chrétien, mais vous savez, la différence... Pas chargé de mission. Voilà. Il n'est pas chargé de ministère. Il n'a pas été oint d'une mission d'évangéliser ou d'apporter des fidèles à Jésus ou à un autre Dieu. Là, on s'entend. Donc, il n'est pas à ce niveau d'entité spirituelle, n'est-ce pas, dans une confession religieuse. Donc, et que ce soit des hommes comme ça qui apportent la paix ou l'amour ou la joie dans la maison de Dieu, en tout cas, c'est le contraire. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, justement. C'est pas ce qu'on aurait souhaité. Donc, il faut se désoler de ça. Désoler de ce que la maison de Dieu ne peut pas être, comment on dit, un environnement de crise, quand même. Dieu, Esprit Saint, vit dans un environnement d'amour et de paix. Est-ce que ce n'est pas sa faute aussi, Dieu lui-même, que de laisser sa maison et ses fils c'est la perfidie des hommes, oui. La perfidie des hommes, l'ambition des hommes. Mon cher confrère là a évoqué des problèmes de mauvaise gestion. Oui, on sait que telle personne a la capacité de faire telle mission, mais dans la maison de Dieu, on préfère utiliser telle personne parce qu'on a des intérêts, des histoires comme ça. Ça arrive. Il faut le dire pour que ça cesse, pour que on évite plutôt d'encombrer encore l'agenda du chef de l'État qui doit s'occuper de ses concitoyens des affaires religieuses, n'est-ce pas? Après, il reste le père de la nation. Ces situations peuvent l'intéresser parce que il tient à ce que dans son environnement il y ait de l'harmonie, justement. Pour ce qui est des célestes, je pense que nous avons deux différentes communautés, parce que je sais qu'il y a une communauté qui a quitté le Nigeria pour la Réunion. Qui est fortement représentée au Nigeria. Représentée au Nigeria et qui justement échappe au contrôle peut-être de la médiation du chef de l'État, parce que ils sont pas ici et cette église ne répond pas aux tests de notre République. Par contre, nous avons notre communauté qui est ici et qui répond à nos tests, à nos communautés. Alors, si l'exercice a réussi à Patrice Talon pour les méthodistes, je me dis, est-ce que ça peut être la même chose? Vous avez beaucoup de réserves apparemment. Vous gardez espoir que ça peut vraiment se régler là. Encore que chez les méthodistes aussi, c'est parce qu'on n'a pas encore trop de fumée, hein? Sinon on n'a pas totalement l'impression que le feu il est éteint. Moi je pense qu'il y a bel et bien espoir si et seulement si les leaders de cette église quand même arrivent déjà à ramener les réels problèmes sur la table au lieu que de tourner autour du pot et de ne pas chercher véritablement à creuser l'abcès qui est entre eux. Parce qu'en vrai, Patrice Talon aura beau faire d'envoyer afin de les appeler au palais pour discuter avec eux, tant que les problèmes fondamentaux seront toujours enfouis quelque part au sein d'eux. Ils ne vont pas trouver de solution. Nous avons un guide qui est la tête de la communauté du Nigeria, la plus grande. Nous avons notre guide ici au Bénin. Comment on arrive, n'est-ce pas, à trouver une médiation pour faire en sorte que ces deux communautés se communient avec un seul guide? C'est une grosse équation. C'est justement là où s'installe le problème de leadership. Parce qu'en vrai, il y a un certain Aka qui est par exemple nommé au niveau de la Côte d'Ivoire, on est d'accord, et la majeure partie
du groupe, soit au Bénin ou au Nigeria, ne se sont pas mis d'accord sur sa nomination, par exemple. Et ça fait que, et c'est pourtant lui qui prend maintenant le devant des choses, et il était même ici à la présidence. Ça fait que le simple fait qu'il n'arrive pas à s'entendre, ça crée tout le problème. On a l'impression que ça part en vrille, là, hein, au niveau des Célestes, et il faut craindre pour le pire. Bon, le pire ne viendra pas certainement. Le pire, c'est que l'Église se meurt progressivement. C'est possible, ouais. Oui, moi j'ai échangé avec des collègues qui sont des Célestes. Est-ce qu'au niveau des fidèles, cette crise est ressentie? On m'a dit non, que des fidèles d'une telle communauté peuvent aller prier dans une autre communauté sans que cela ne soit véritablement un problème. Donc, dans l'exercice du ministère, ça ne se sent pas véritablement. Donc, il faut espérer que les fidèles ne soient pas embarqués dans cette crise de leadership, mais que sous le guide de l'Esprit Saint, que ces grandes personnalités de cette église puissent trouver le bon chemin et que l'évangile selon l'amour soit à nouveau au rendez-vous. Mais moi, je pense que le véritable problème se trouve au niveau, sinon à partir du moment où ils ont commencé par changer les tests de base laissés par Oshofa. Parce que le réel problème qui se pose, c'est ça. Ils ont dit qu'ils ont une constitution bleue. Ce sont eux qui l'ont dénommée ainsi. Et dans cette constitution, il est établi bien sûr des principes qu'ils respectaient depuis la nuit des temps. Mais qu'aujourd'hui, il y a une groupuscule de personnes qui s'en occupent et qui modifient à leur guise, histoire de gérer les choses à leur manière. Moi, je pense... L'affaire de constitution, c'est dangereux. Paraît-il que Dieu ne divise plus, mais l'argent de Dieu divise. Ah ouais, en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est quand même que de plus en plus, les confessions religieuses, et notamment christiques, ont des soucis à bien s'entendre. Absolument. On ne va même pas évoquer le cas des évangélistes, ou évangéliques, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut choisir, puisque eux aussi, ils ont leurs soucis qu'ils gèrent en leur sein. On va demander au Christ de les inspirer. De les inspirer pour que les crises... de les guider, de venir récupérer son troupeau de brebis. Pour les guider lui-même. Pour les guider lui-même. Allez les gars, merci beaucoup pour plaisir. les contributions ce matin. Teddy, demain, vous serez avec nous? Pourquoi pas? Ce serait un grand plaisir. D'accord. Invitation faite. Renouvelée. En direct. Oui, en direct. Pourquoi pas? On se voit demain donc. Exactement. Bonne journée à vous deux. Merci, mesdames et messieurs, derrière moi, la revue de presse. Merci d'avoir été là depuis 6h30. Très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon a reçu en audience les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral ce lundi matin comme prévu, signale Fraternité. Les échanges ont porté sur les conditions et les garanties requises pour la transparence et l'impartialité du processus. Pour le chef de l'État, en général, toute fin de mission génère un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission et consorts, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois, on ne prend pas le temps de demander si ce qu'on fait est attendu de tous. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, a-t-il assuré. Le président de la République a par ailleurs réaffirmé sa bonne foi et sa volonté d'accompagner un processus transparent et apaisé. Le matinal, pour sa part, rapporte les recommandations, mais aussi les mises en garde du premier magistrat du Bénin. Patrice Talon a insisté sur le fait que l'audit du fichier électoral doit être mené de manière objective, loin de toute influence politique et partisane, et qu'il incombe aux experts et techniciens de souligner les faiblesses. Il ne faut pas que l'audit soit un prétexte pour relancer les contestations politiques, a-t-il ajouté. Dans la même journée de ce lundi 24 février 2025, le chef de l'État a procédé à l'installation de la 7e mandature du Conseil économique et social en présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou Vlavonou. Instauré par la loi organique de 1991 et réformé par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024, le Conseil économique et social est un organe consultatif dont la mission essentielle est d'effectuer une lecture éclairée
des projets de loi, des ordonnances ou des décrets, ainsi que des propositions de loi qui lui sont soumises, rappelle l'événement précis. À l'Assemblée nationale, la première session extraordinaire de l'année 2025 s'ouvre jeudi 27 février 2025. L'information est donnée par Fraternité, qui indique qu'au total, 7 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, entre autres, du projet de loi cadre sur la construction de l'habitation en République du Bénin, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Le matinal relaie cette information et dévoile que dans le cadre de l'installation de ces nouveaux chefs de village et de quartier de ville du département du Borgou, le parti Force Corée pour un Bénin émergent bute sur un embargo préfectoral. En effet, le préfet Djibril Cissé a, à en croire le quotidien, par message radio numéro 4 077 PDB SGDB SA, demandé au maire sous sa juridiction de surseoir à l'application de l'arrêté 2025 numéro 4012 PDB SGD ST CCDSA portant constat de la désignation des chefs de village ou de quartier de ville du parti FCBE du département. La formation politique de Paul Rompé a réagi par un communiqué de presse du lundi 24 février 2025 dans lequel elle fait observer qu'elle est confrontée à la même difficulté dans les autres départements du pays et que des investigations ont été entreprises en vue de comprendre la situation. Cette actualité est suivie de près par Dynamisme Info, qui placarde à sa manchette « Quand la rupture peine à appliquer ses propres lois ». Pendant ce temps, les Amazones du Bénin réalisent un exploit à Moronvia. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine de football Maroc 2026, elles ont battu les Queens de la Sierra Leone sur le score de 3-1. Cette victoire leur permet de se qualifier pour le tour suivant, rapporte le pays émergent. Pour finir, Décryptage Info s'intéresse au secteur des télécommunications et nous rappelle que le 30 mars 2025 est la deadline fixée par l'ARCEP Bénin pour la mise à jour des données GSM. Fin de la revue de presse de ce mardi 25 février 2025.